Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Becky! Salut Gauthier, ça va? Ça va bien et toi? Très bien, très bien. Je suis très content de te recevoir dans un nouvel épisode du podcast parce que tu es la première anglophone qui va parler français, mais anglophone que je reçois dans le podcast. Et aussi, ça fait très longtemps que je n'ai pas reçu une UX Writer, donc ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Également. Super. Et Becky, la question classique dans ce podcast, c'est est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, ça commence comme ça. Moi, c'est Becky. Je travaille en tant que Senior UX Writer, c'est chez Spotify. Ça fait 1 an que je bosse là-bas. Enfin, je bosse chez moi, mais pour Spotify. Comme beaucoup d'entre nous. Oui. Becky, on va rentrer dans le détail un peu de ton parcours et de qui tu es. J'ai pour habitude de demander à mes invités comment ils s'en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment tu es devenu UX Writer. Ok, je vais essayer de ne pas prendre tout le temps à en expliquer ça, mais je fais mes études à New York. J'ai étudié l'anglais et le français avec une concentration sur l'écriture créative. Et je voulais juste un job qui me permette d'écrire. Et le premier que j'ai trouvé, c'était une boîte qui fait le SEO local. Donc, j'ai écrit des blog posts pendant toute la journée, 10 posts par jour. Et après quelques temps, ça a commencé à faire des contenus statiques sur les sites aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour les websites. J'ai des clients qui s'appellent Buffalo Wild Wings, Panera Bread. C'est des grands marques anglais, des chaînes, enfin anglais, américains, des chaînes. Et c'est un peu de tout, des descriptions des produits, de bijoux et tout ça. Et puis, je voulais plus travailler là-bas, donc j'ai trouvé un poste dans une autre boîte tech qui s'appelle Maximizer. Et là-bas, j'étais en product marketing, donc j'étais un peu à côté d'écriture. J'ai fait un peu de tout, mais à un moment donné, ils étaient en train de refaire leur site web. Donc, c'est la première fois que j'ai appris que on peut pas juste écrire dans un site qui a que de lorem ipsum sans dire comment construire ce site pour le contenu. Donc, sans savoir, j'ai commencé à faire du UX writing, un peu du UX design. J'étais un peu toute seule. Donc, on a travaillé avec une petite agence pour faire le site web. Donc, c'était pas avec des ingénieurs de la boîte de laquelle j'ai travaillé. Et puis, j'ai tout quitté. Je voulais plus travailler dans le tech après 2 ans. Donc, j'ai quitté les États-Unis pour la France. J'ai fait un programme qui s'appelle TABIF. Donc, je suis devenue assistante de langue dans un lycée à Reims. Et j'ai fait un peu des blogging un peu à côté pour gagner de l'argent. Mais je voulais être enseignant. Enseignant, c'est ça? Enseignant, ouais, c'est ça. Enseignant, ok. Mais après les 7 mois là-bas, j'ai juste regardé, j'ai jeté un œil à Paris parce que je voulais rester en France un peu. Et aussi, je suis postulée pour j'ai postulé pour un poste à New York en tant qu'enseignant. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le poste de spécialiste de contenu produit chez Blablacar. Et voilà, j'ai jamais entendu ce titre et donc je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. J'ai écrit pour des sites web avant et ça m'intéresse. Et donc après, je crois qu'au moins 5 entretiens, des exercices, des entretiens très formels, c'était la France. Et j'ai eu les 2 postes, donc enseignant, spécialiste contenu produit. Je me suis dit, je dois rester en France. C'était pas assez facile de faire cette décision. J'ai parlé avec beaucoup de monde, mais tout le monde était d'accord. Tu restes en France, tu prends cette opportunité. Donc c'est là-bas où j'ai fait. C'est un peu long quand même. Non, mais c'est le but. De toute façon, j'ai plein de questions à te poser sur ton parcours. Très bien. Donc, très bien. Oui, ça fait 8 ans. 2013. Anyways.
Donc, c'est là-bas, chez Blablacar, où j'ai travaillé pour mon première équipe produit. Donc, les data scientists, les ingénieurs, les UX designers, les product managers, tout ça. C'était un peu le modèle Spotify là-bas. On fait les tribes et les squads, mais plus petits, bien sûr. Et c'est là-bas où j'ai vraiment appris le trade, le craft, avec Paul Sterman, qui travaille maintenant chez Shopify, qui était mon mentor, et Travis Starr, qui travaille maintenant chez Airbnb. Donc, on est tous partis de Blablacar, mais on travaille toujours dans le design. Et j'ai beaucoup appris pendant 18 mois. Et je commence à regarder un peu ailleurs comment je peux faire. J'ai discuté avec les autres UX writers et c'est comme ça que j'ai trouvé Deliveroo qui était à Londres. Je veux rapprocher un peu ma famille. J'ai la famille à Londres, donc j'ai pris cette poste et c'est comme ça que je suis devenue content designer, senior content designer. Donc exactement la même chose, plus avancé un peu dans ce que je pouvais faire, mais le même système, le même multidisciplinary, des équipes multidisciplinaires. et voilà, donc j'ai passé 2 ans là-bas. Pendant 8 mois, j'étais head of content design parce qu'on a perdu le nôtre. et puis je voulais plus rapprocher ma famille après 2 ans, donc c'est comme ça que je suis rentrée à New York. Et au début, je voulais prendre une pause, peut-être 1 an pour travailler sur mes propres projets, mais comme vous savez, tous, on a eu la pandémie et j'avais un peu peur de ne pas avoir un job. Donc, j'ai regardé encore et j'ai trouvé cette poste chez Spotify. Et après, encore des entretiens très difficiles, ils m'ont pris. Et voilà. Donc, ça fait 1 an que je travaille là-bas en tant que senior UX writer. Super. Alors, si tu veux bien, avant qu'on parle de Spotify, on va reparler un petit peu de ton parcours parce que tu as quasiment tout évoqué. Mais si on prend depuis le début, quand tu arrives chez Blablacar, enfin, en tout cas, avant d'aller chez Blablacar, tu parles on va dire UX writer pour simplifier le terme, ou content designer. Mais finalement, toi, tu n'as jamais vraiment fait de UX writing pour une entreprise tech. Tu en as fait un tout petit peu, mais sans vraiment savoir ce que c'était, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu fais pour arriver dans une entreprise qui cherche un spécialiste contenu sans jamais avoir fait de contenu avant? En fait, je me rappelle plus comment j'ai vu que comment j'ai trouvé cette poste. C'était quoi les mots de recherche que j'ai mis sur LinkedIn. Mais je crois que j'ai regardé product, les boîtes tech en France, les jobs qui a des descriptions qui dit que tu peux écrire. Et puis, ça m'a intéressé beaucoup juste la description, même si c'était la première fois que j'ai regardé. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je crois qu'il y a peu de UX writers en France qui parlent l'anglais, nativement, maternelle, langue maternelle. De langue maternelle. Et donc c'est pour ça que je pense que j'étais prise pour les premiers entretiens, parce que après ça, comme tu l'as dit, j'ai pas d'expérience officielle sur ce poste. Donc j'ai lu pas mal d'articles sur Medium et j'avais un portfolio d'écriture. Et oui, c'était l'écriture sur des sites web. C'était statique, c'était pas des interactions, mais quand même, j'avais de l'expérience. Je crois que comme ça, après avoir lu, ils ont dit de faire les audits sur le site Blablacar, qui était hyper difficile. Et voilà, ils ont pris la chance. Ils ont pris la chance, non. They took a chance on me. Ouais, ils ont pris un. Oui, je vois ce que tu veux. Ils t'ont donné une chance et ils ont essayé de voir ce que tu donnais, c'est cool. Oui. Et aujourd'hui, avec le recul que tu as, comment tu expliquerais le rôle de content designer ou UX writer à quelqu'un? Ok. Ça dépend à qui je parle. Mais moi, je dis toujours que je suis partenaire des designers en construisant le software. Et tout le monde me demande, mais tu codes? Non, j'écris pas de code, j'écris les mots qui sont sur des applis et je les demande, c'est quoi un appli que tu utilises souvent? Il me dit Spotify, il me dit Twitter. Tu sais qu'il y a des mots sur l'interface, c'est moi qui les ai écrits.
Donc, c'est un peu réductif, mais c'est pas le peine d'expliquer à tout le monde tout le procès du design et comment je travaille dans les différents projets. Mais en fait, ça a beaucoup changé depuis le début. Du début, c'était vraiment l'écriture le software et bah, après, j'étais inclus dans le procès, mais moins que maintenant. Parce que maintenant, je peux être le seul designer pour le 75% qui commence le projet. Et puis après, c'est le designer qui vient pour m'aider avec le UI. Ok, ça, on va en reparler quand on parlera de tout ce que tu fais chez Spotify. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis. Tu vois, tu dis que ton métier, c'est d'écrire les mots sur les interfaces, ce qui est la conception que j'ai d'un ou une UX writer et que d'autres invités ont expliqué sur ce podcast. Mais je suis allé chercher tes articles sur Medium, que je mettrai en lien dans la description. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que tu dis, c'est que tu mets que l'UX Writing, c'est 90% d'idées et seulement 10% de mots. Et là, Ouais. tu me dis que tu parles surtout d'écrire des mots. Du coup, cette phrase, est-ce que tu veux bien l'expliquer, s'il te plaît? Ok, je vais essayer. Bah, je crois que c'est pareil pour le design. Donc, c'est la stratégie produit, c'est de trouver les problèmes qui concernent nos utilisateurs, c'est de faire le journey mapping. C'est pas ça les mots, c'est un peu le design, mais même pas, parce que n'importe qui peut faire des boîtes sur les écrans. Puis de faire la recherche, découvrir des autres solutions. Et tout ça, c'est pas de l'écriture. C'est pas j'écris beaucoup, ça fait partie de mon procès, mais c'est pas l'écriture en tant que copywriting que tu fais à la fin. Bah, tu peux faire à la fin si tu gardes des bonnes idées pendant plus le procès. Mais, c'est pas pendant les premières, j'ai dit 90%, Ouais, t'as dit 90%. que j'écris des drafts sur des petits mots, par exemple, bah, inscrire sur notre produit. Donc, le parti writing, c'est de faire ça dans 10 versions différentes et de décider ce qui peut gagner votre objectif, obtenir votre objectif. Je sais pas comment dire. Atteindre votre objectif? Atteindre votre objectif, c'est ça. Ça explique. Ouais, non, je comprends. Donc, c'est vraiment toute la partie process, en fait. Là. Oui, comme tu le disais, comme les designers qui font une maquette à la fin, toute la partie recherche, analyser ce qui se passe autour, comprendre les gens. Oui, on fait des explorations pendant tout le procès, mais quand je concentrais sur l'écriture, c'est à la fin. Je comprends tout à fait. Du coup, toi, tu arrives chez Blablacar. Mm-hmm. Quand tu arrives chez Blablacar en tant que UX writer, donc tu disais vous étiez 3, c'est ça? Toi, en fait, quel est ton rôle? Parce que Blablacar, c'est une entreprise française. Moi, j'ai par exemple rencontré Nicolas Duval qui s'occupait du design system jusqu'à il y a peu de temps. C'est très français. Ça a commencé là, puis ça s'est beaucoup étendu. Ça m'étonne, tu vois, que les premières personnes qui soient appelées chez Blablacar pour faire de l'écriture, ça soit des anglophones. Et du coup, toi, en tant que UX writer chez Blablacar, quel est ton rôle quand tu arrives là-bas? Je pense qu'il voulait depuis le début d'être un boîte globale. Donc, c'était la vision un peu des chefs de Blablacar. Donc, ils ont déjà travaillé en anglais. Je pense parce qu'ils avaient des gens de partout en Europe, des Américains. Mais j'ai dit ça au UX Writer aspirant que j'ai commencé à faire de contenu de support, de soutenir. Donc, customer support. Ouais, de support, ouais. Oui, donc il y avait un peu de l'architecture information là-dessus parce que c'était tout sur un site, c'était mal organisé, c'était écrit moitié français, moitié anglais. Donc j'ai commencé là-dessus. Je pense que c'est une bonne façon de commencer le UX writing parce que ça fait un peu de UX. Il faut comprendre le produit pour expliquer ça aux utilisateurs, mais c'est pas encore super dans les interactions. Il y a des interactions, comme on progresse un FAQ jusqu'au envoyer des mails aux équipes support, mais c'est pas des interactions hyper compliquées comme du paiement ou de sign up, tout ça. Mm-hmm. Ok, c'est intéressant. J'ai bien répondu à la question. Ouais, non, mais bien sûr. non, mais ouais, je comprends. Donc, t'as commencé par ça, et à quel moment tu finis par... t'es resté, si je me trompe pas, t'es resté quasiment 2 ans chez Blablacar.
Mhm. J'imagine que tu n'as pas écrit du support pendant 2 ans. À quel moment tu fais des FAQ, tu commences à bien comprendre le produit? À quel moment on te donne comme mission de travailler sur le produit et comment tu travailles sur le produit chez Blablacar? Oui, je pense que j'ai commencé à travailler dans des projets les plus compliqués. J'ai travaillé proche avec Paul, qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Et après, on donnait plus de responsabilités. Et j'ai travaillé sur, par exemple, notre système de, de gagner de l'argent. Celle de la France, ça n'a pas marché en Pologne. Donc, le plus grand projet que j'ai fait chez Blablacar, toute seule avec Léa, qui était mon partenaire en design, c'était de construire un nouveau système de souscription euh, pour la D'abonnement? Pologne. Ouais. Ouais, d'abonnement, c'est ça. Et ça, c'était très compliqué parce qu'il faut comprendre le business derrière le produit, ce qui est très important et que j'utilise souvent maintenant, et de comprendre un pays où je suis jamais allée avant, euh, et puis ça prend au moins un quarter, 4 mois. Ouais. Et donc voilà, ouais, j'ai travaillé sur beaucoup de projets de lancer le WhatsApp pour les utilisateurs qui voulaient plus utiliser le SMS pour communiquer avec Blablacar et sur Blablacar. Je travaille sur le safety, les profils, un peu de tout après, parce qu'on était 3 et on avait au max 15 designers. Ouais. Donc, on était un peu partout dans cette époque. Et par exemple, là, pour cet exemple de création d'abonnement pour un pays où tu n'es jamais allé, donc pour la Pologne, comment toi tu fais en tant que UX-writer? Parce que tu es anglaise, j'imagine que les Polonais parlent polonais. Toi, comment tu fais quand tu travailles sur du contenu pour justement déjà comprendre comment ça fonctionne dans le pays, une fois que tu l'as compris, l'écrire, et une fois que tu l'as écrit, le traduire Oui. sans perdre le sens? On est allé en fait. Notre équipe, nous sommes allés en Pologne pendant 3-4 fois. On avait un boîte là-bas. Donc, on avait 12 Polonais qui travaillaient chez Blablacar. Plutôt les ingénieurs, mais des gens hyper sympas, hyper accueillants qui nous a recevoir dans nos boîtes pour faire des recherches avec des traducteurs. Donc, on a ramené notre... Par contre, c'est hyper difficile de voir dans nos recherches comment les gens vont réagir à payer à quelque chose qu'ils ne vont pas vraiment payer dans nos recherches. Bien sûr. Donc, c'est super, super difficile de faire ça. Mais on a pris notre meilleures 3 idées et on les a mis devant les utilisateurs en polonais. On les a tous traduits. On a travaillé très proche à côté des traducteurs pour voir il faut que ça soit exactement le message qu'on a écrit, parce que en traduction, ça, on perd des choses. Donc ça, ils parlent anglais en fait, et tout le monde parle anglais chez Blablacar, ils devraient. Donc on a travaillé avec eux, et puis on a juste on est arrivé sur la meilleure solution qu'on a eue, et ça a lancé 2 mois après. Je crois qu'on est reparti pour le polonais pour voir après le launch comment ça se passe. Encore à parler avec les utilisateurs. Il y avait un grand pratique recherche chez Blablacar qui était leaded. How do you say led? Chef de cette équipe, c'était Caroline qui travaille maintenant chez Spotify. Mais on a eu 3-4 recherches UX researchers qui a travaillé avec nous sur ce projet. Donc toi, tu faisais vraiment partie intégrante de la recherche utilisateur pour bien comprendre quels étaient les problèmes, tester le wording. Mm-hmm. Parce que tu vois, par exemple, des fois on se parle, enfin je parle sur ce podcast et on se dit ok, il y a le wording, mais tu vois, le wording il est intégré à la maquette et puis c'est un truc qu'on va tester dans l'ensemble. Du coup, toi, tu passais vraiment du temps à t'assurer que le wording que tu avais choisi et que tu avais mis en place fonctionnait bien. Oui, dans ce projet, c'était un peu... Oui, il y avait des étapes qui n'étaient pas simples, parce que c'est quand on paie avant de réserver le trajet, on paie après, est-ce que les gens vont être
OK de payer avant, ça va pas marcher. On contrôle pas toute l'expérience chez BlaBlaCar parce que ce sont des gens normaux comme nous. Voilà. Et donc, le maquette le plus important, c'était un peu une description et une illustration de le nouveau programme de paiement. Donc, oui, c'était compliqué de lancer toutes les étapes de l'interaction, mais le plus compliqué, c'est est-ce que les gens vont passer de cet écran de description de le nouveau système à booker un trajet. Donc, on a concentré beaucoup d'énergie sur ça et je crois qu'un peu trop, à mon avis, parce qu'à mon avis, le truc que les designers et les product managers adorent avec les UX writers, c'est des screens de onboarding, les screens de souscription, d'écrire des systèmes de paiement, par exemple. Et pour moi, je veux dire que en fait, c'est l'interaction avant et après qui compte, parce que la plupart des gens vont skipper tout ça. Faut juste qu'on ne dise pas des choses qui causent les gens de quitter l'application. Tu vois? Ouais, je comprends tout à fait. Je suis passé sur le profil LinkedIn de ton boss de l'époque, et c'est vrai que quand tu y étais, il y a eu le rebranding de BlaBlaCar. Ah oui. Et lui parlait du fait de réécrire en fait un peu comment on parlait sur le produit. Je le disais tout à l'heure, on a parlé avec Nicolas dans le podcast de tout ce qui était design system et vraiment de changer les composants, etc. Et on avait très peu abordé la partie UX writing. Est-ce que toi, tu as participé aussi à ce rebranding sur la partie écriture? Oui, tout à fait. En fait, c'était vu qu'on était l'un des seuls écrivains qui parle anglais comme langue maternelle. On était très inclus dans le procès. En fait, on a un peu l'idée le procès. Il y avait un nouveau head of branding à cette époque. Je ne me rappelle plus de sa nom, mais c'est pas. Je sais pas si elle est toujours là, mais on a travaillé tous ensemble. Mais c'était Travis qui a lancé des workshops pour voir qui c'est BlaBlaCar, qu'est-ce que sont nos valeurs. On a tous ces valeurs qui montent tout le temps sur LinkedIn et sur les sites web. Mais comment do you say? I'm trying to say, je veux dire how that manifests, comment ça manifeste dans les produits. Comment ça s'intègre dans le produit, comment ça se représente, comment ça se représente, c'est ça exactement. Merci. Pas de problème. Dans nos produits, parce que nous étions les spécialistes du produit, on avait notre côté branding, mais c'est à nous de voir comment ça se passe et c'était pas facile parce que moi, je parle différemment que toi et j'écris différemment que toi et tout le monde a leur voix. Donc, on était toujours ensemble dans un salle pour dire est-ce que ça, c'est vraiment BlaBlaCar? Ça peut être plus simple, ça peut être plus playful. Je m'appelle plus de nos 3 pillars de tone of voice, mais voilà, ça a pris quelques semaines et on était tous ensemble et il y avait un côté illustration et visual branding, mais c'était nous qui s'occupaient de tone of voice produit. Et justement, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à me représenter, le tone of voice produit quand tu écris. C'est, tu vois, par exemple, bon, moi je suis product designer, donc j'ai l'habitude de me dire, bah ok, quand le rouge, par exemple, c'est une couleur qu'il faut mettre quand il y a une alerte, le vert, c'est quand ça va bien, tu vois, c'est quelque chose d'assez simple. Pour l'écriture, ça m'a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et quand tu dis on s'enferme dans une salle et on discute et on se dit ah ça c'est BlaBlaCar, ça c'est pas BlaBlaCar. Comment vous faites une fois que vous avez établi ça pour vous assurer que comme vous êtes 3 personnes à écrire, que ce tone of voice il est gardé, que vous utilisez toujours les mêmes mots et que pas qu'il y en ait un qui utilise un mot et un autre qui utilise un autre mot pour dire la même chose? Comment vous faites pour garder cette cohérence? Bah, vous avez déjà toujours un guide style et un glossary, donc les mots qu'on utilise et c'est quoi notre tone of voice. Il faut que tout le monde soit au courant de ça et qu'on se rappelle souvent ce qu'on les 3 pillars et nos mots parce que c'est, comme je t'ai déjà dit, c'est un peu le dernier moment où on se concentrait sur l'écriture. Donc, on n'était pas comme ça pendant tout le procès. Mais je suis pas d'accord que c'est facile pour les designers d'être en alerte, c'est rouge. Je crois que on était tous dans les critiques pour voir si on interprète cette tone of voice, ces couleurs, de la même façon. Et on a beaucoup de discussions énergétiques
sur quoi était le vrai tone of voice Blablacar. Est-ce que c'est vraiment Blablacar? Et je fais exactement la même chose chez Spotify. Est-ce que ça, ton interprétation du design system, c'est la vraie utilisation de ce dialogue? Oui ou non? Et bon, on peut jamais être tous d'accord, même avec des guidelines de 12 pages. Mais c'est pour ça que c'est un truc collaboratif. Ok. Et au moment où vous décidez de justement de ce glossaire, d'avoir les bons mots, le bon tone of voice et tout ça, est-ce que vous décidez de tout réécrire ou comment ça se passe parce que c'est quelque chose qu'il faut faire petit à petit? Le tone of voice c'était tout en même temps parce que tu peux pas changer ou dire on est un peu comme ça, un peu comme ça. Donc ça c'est lancé au même moment. Le glossaire, je crois que après qu'on a eu notre tone of voice, on a pris les deux en même temps et on a dit ok, est-ce que quelqu'un qui est simple, playful et je sais pas, professionnel, est-ce qu'il utilise ces mots comme ça? Et c'est pas que le tone of voice, parce que si on dit on est professionnel, ça veut pas dire qu'on va utiliser que des mots techniques, parce que personne veut ça. Les utilisateurs peuvent pas comprendre, on peut pas dire optimisation sur nos produits. Ceux-ci sont des produits d'optimisation, tu vois. Donc ça aussi c'était une discussion. Je crois qu'on a regardé tous les mots qu'on a eu dans le glossaire, tous les mots qu'on a manqués sur le glossaire, et on essaie de mettre les nouveaux à chaque fois qu'ils arrivent. Donc, je fais exactement ça chez Spotify. Maintenant, on regarde toutes les questions sur les mots une fois par mois en committee pour voir est-ce qu'ils doivent être dans le style guide ou dans le glossaire. Ok, et vous expliquez aussi après comment utiliser ces mots-là une fois qu'ils sont dans le glossaire, à quel endroit il faut les mettre, comment les... Oui, exactement. On essaie de pas d'être pédantique, ça se dit en français, de ne pas dire tu fais ça, tu fais pas ça. Et on essaie de pas être méchant et c'est flexible. Les langues sont flexibles. C'est à des mouvements en langage. Donc, on dit tout ce que... Je crois que le plus important, c'est des exemples. Donc, je peux dire, nous, on utilise sign out et on n'utilise pas quitter l'application. Et on donne des exemples, comme on dit sign out. Quand sign out, c'est un verbe, il y a avec un espace. Quand sign out, c'est pas un verbe, il y a sans espace, on fait sans espace. Donc, il y a des précisions, mais le plus important, c'est que les gens veulent lire. Et pour ça, il faut pas mettre 12 pages d'explications sur tous les mots. Je comprends tout à fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Après tout ce travail chez Blablacar, tu l'as dit, tu pars chez Deliveroo. Tout à l'heure, tu as dit que c'était la même chose que ce que tu faisais chez Blablacar, mais que c'était plus avancé dans ce que tu allais faire au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, qu'est-ce qui était différent par rapport à ce que tu faisais chez Blablacar? C'était Deliveroo. C'est là-bas où je commence à faire mes propres projets. J'ai commencé à être chef des projets. Donc, c'était moi le design lead dans un projet. Je l'avais jamais fait chez Blablacar. Sauf si c'était vraiment un truc écrit, genre comme des supports ou un truc comme ça. Et quand tu dis design lead, ça veut dire que ça peut même être toi qui va leader des product designers? Donc, quand tu travailles avec un UX writer, c'est toi qui est c'est toi designer qui est le plus proche de product manager, les problèmes, les researchers. C'est toi qui fais toute la documentation, les user journey et tout ça. Et tu as ton UX writer que il reste informé. Donc, tu expliques tout à eux, mais c'est toi qui es le point de contact sur le projet. Donc, quand c'est moi qui est le design lead, c'est moi qui est le point de contact sur tout ce qui est design sur le projet. Mais ça ne veut pas dire que je suis leader de designer. On est toujours les partenaires égaux. Mais c'est moi qui est le représentant de tout ce qui est design sur ce projet. C'est intéressant parce que j'ai pas l'habitude d'entendre que ce soit un UX writer qui prenne le lead. Tu vois, dans la plupart des boîtes françaises qu'on a, il y a quasiment pas de UX writer et quand ils sont là, en fait, ils sont sous l'eau parce qu'ils ont beaucoup trop de projets sur lesquels être. Comment t'expliques le fait qu'on puisse mettre un UX writer à la tête d'un projet? Oui. Donc, je pouvais pas faire ça au début. Donc, c'était pas juste que j'ai finalement l'opportunité. Il faut de l'expérience pour faire ça. Donc, c'est pas que tous les UX writers doivent aller demander qu'ils peuvent être chef de projet de design.
tout de suite. Mais pour moi, c'est que j'avais je vais pas dire patron, c'est très formal patron, dit boss, mon boss, chez Deliveroo. Elle nous a dit de ne pas tout faire, de laisser les projets, de laisser les error messages écrits par les ingénieurs, de ne pas essayer de tout écrire pour qu'on puisse focaliser sur un projet et grandir en tant que UX writer, en tant que designer. Et elle nous a aidé à choisir des projets sur lesquels on peut avoir du succès. Donc, des projets, oui, qui ont plus de communication sur que on fait pas des projets de UI, des trucs techniques, visuels, tout ça. Mais si c'est peut-être, je prends un exemple encore, on a aussi changé le système d'être rider. Donc, Deliveroo, c'est un boîte qui fait de livraison de nourriture. Donc, le système de rider, ça n'a plus marché à Hong Kong. Et on voulait essayer un nouveau système à Hong Kong. Donc, c'est moi qui étais un peu chef de projet. J'ai compris les problèmes, j'ai parlé avec l'équipe opération, j'étais juste à côté de product manager et mon boss m'a permis de ne pas faire autre chose. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à être design chef et design chef. Bah, c'est bon. Voilà. Design lead dans un projet. Il faut juste que je parle en anglais quand je dis des mots. Ouais, oui, n'hésite pas. Du coup, ça veut dire que pendant cette période-là, tu n'écrivais plus du tout? Non, pas du tout. J'ai toujours l'écriture dans dans les designs. Et on a fait des recherches, on a fait des itérations. J'étais sur le whiteboard tous les jours avec mon designer et moi j'ai proposé, je donne un exemple. Donc pour moi de trouver la meilleure façon de séquencer Oui. les étapes dans une interaction, c'est quelquefois d'écrire un script, donc comme un movie script. Donc, j'essaie de mimiquer la façon de parler naturellement sur un sujet. Donc, ce sujet là-bas, c'était on va faire un changement sur comment tu travailles les riders. Et comme ça, on progresse dans des wireframes qui a des étapes naturelles qu'on a trouvées avec la conversation qu'on a créée. D'accord. Donc, moi et le designer, on est sur un whiteboard, on regarde le script que j'ai écrit, il me dit oui, ça marche, ça fonctionne, c'est naturel, que ça progresse comme ça. Hop, non, on a trouvé un problème là-bas, comment on peut reconstruire ça pour que ça puisse fonctionner dans les designs. Et c'était nous deux pendant 3 jours, juste sur les whiteboards, avec des designs hyper simples. D'accord. Très intéressant. Et du coup, une fois que les designs sont faits, toi, tu vas commencer à écrire la copie à l'intérieur de ces mock-ups? Oui, exactement. Mais pour moi, dans le 90% dont j'ai parlé dans cet article, merci d'avoir lu, c'est que je travaille avec des key messages. Donc, je prends toutes ces parties-là, qui sont les messages qui vont permettre à l'utilisateur d'accomplir leur job ou ce qu'ils sont bien pour faire sur le produit. Et donc, tous les maquettes, je reste avec les key messages qui sont écrits dans un anglais de merde. Juste, il faut savoir ça. Et on travaille sur ça jusqu'à le point qu'on peut plus, qu'on a des recherches qu'on va mettre dans les vrais utilisateurs. Il faut que je commence à travailler sur de l'écriture. Et puis, ça, je refine les key messages jusqu'à une copie qui est dans le tone of voice, qui utilise les mots dans le glossaire, qui est hyper simple, humaine, et j'espère qu'ils sont aussi faciles à lire. Ok, hyper intéressant. Et on en reparlera encore tout à l'heure par rapport à Spotify, mais il y a quelque chose d'assez important dans ton passage chez Deliveroo, c'est que pendant un certain temps, tu as été Head of Content Design. Oui, pendant 8 mois. Ouais, c'est ça. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais? Quel était ton rôle? C'est quoi le rôle d'un Head of Content Design? Oui. Donc, en ce moment, on a passé... Ça va être un peu difficile à expliquer, mais je vais essayer tranquillement. Du coup, à ce moment-là, on a passé d'avoir des chefs de discipline, d'avoir un chef de content design, un chef de design, un chef de UX research, à les équipes qui a des design managers qui managent
les UX writers, les designers et UX researchers dans un sujet. Donc, ça nous a permis d'être tous une équipe qui travaille sur les writers. Mais en même temps, on a gardé les chefs de discipline qui sont plus les managers, les people managers, mais qui sont chefs de la qualité dans une discipline. OK? Ouais. Donc, c'était à ce moment-là que mon manager, qui était le dernier head of content design, qui ont quitté la boîte, donc il voulait quelqu'un de senior qui peut gérer la qualité et regarder et se concerne avec la qualité de content design surtout les content designers. En ce moment, on était 4 ou 5, donc c'était pas une quinzaine de content designers. Et puis, donc, c'était moi qui s'occupais de le career development. C'était hyper difficile. De hiring, embauchement. Des crits, de m'occuper des projets très difficiles qui ont beaucoup de visibilité avec le CEO. Et j'ai, au même temps, parce que je demandais que je voulais faire ça, en même temps, j'ai travaillé sur des projets. Donc, le projet, j'ai parlé tout à l'heure avec les riders, quand j'étais design lead, c'était au même moment que head of content design. Donc, c'était un moment très difficile. Je pouvais plus à la fin et je voulais être individual contributor pendant tout le reste de ma carrière. Je m'intéresse plus à être un manager, mais c'était très intéressant. C'était une belle expérience parce que ça me donne de l'empathie pour les people managers. Parce que c'est un rôle qui ont des challenges que je vois pas tous les jours. C'est marrant que tu parles de ça parce que dans un épisode que j'ai publié il y a pas longtemps avec Julien de Conto, on parle justement lui du fait qu'il soit devenu lead product manager et lead product designer pardon, et que ça soit un choix conscient et que lui il aime ça. Et dans un épisode qui n'est pas encore sorti mais qui va sortir un petit peu avant le tien, je parle avec un UI designer qui lui aussi fait un peu de management et lui dit non moi j'ai envie d'être contributeur individuel et j'ai plus envie de gérer tout ça parce que moi ce que j'aime bien faire c'est le craft, réfléchir à mes projets, etc. Oui. Il y a une chose qui m'intéresse quand même dans ce que tu as fait en tant que manager, c'est gérer la qualité. Quand tu gères une équipe de 4-5 personnes, comment tu gères la qualité? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien rentrer dedans. Comment tu t'assures que le wording il est toujours bon, que c'est toujours bien, que c'est toujours compréhensible? Et comment tu fais? Parce que plus t'as de monde, plus c'est compliqué. Comment tu gères ça? Oui. Déjà, tu peux pas tout faire. Tu peux pas dire tout est parfait. Il faut laisser les gens faire leur travail et tu donnes des conseils et tu dis tiens, regarde ça, lis ça, regarde un peu le style guide, les glossaires, parle avec cette designer qui ont travaillé sur ces projets similaires avant, qui a beaucoup d'expérience. Mais tu peux pas dire, tu peux pas dicter, tu peux pas dire tu mets ces mots-là dans cet écran. Donc pour moi, tout reste sur les design crits. Moi, je suis hyper fan des crits, des critiques, et moi j'ai mis beaucoup de mon temps à reconstruire notre rituel pour que ça soit le plus productif, pour que tout le monde vienne et partir avec des choses actionable, des conseils actionables des autres designers, des autres UX writers avec qui ils travaillent. Et comment t'as mis ça en place? Parce que c'est vraiment quelque chose, les design critiques, on en parle toujours et on parle toujours du fait que ça soit intéressant et que tu ressortes avec des choses actionnables. J'ai l'impression qu'avec les mots, c'est encore plus compliqué qu'avec des couleurs ou des utilisations UX. Et j'aimerais bien comprendre, parce que tout le monde connaît les mots, tout le monde a un sens différent des mots. Comment tu fais une bonne critique sur des mots, sur du wording, et comment tu réussis à les rendre intéressantes et pertinentes? Mm-hmm. Donc, les choses que j'ai gardées depuis Blablacar, c'est qu'on a un crit UX Writing spécifiquement pour les UX Writing. Donc, on a des crits avec des designers pour les projets, pour des équipes, mais on a gardé toujours ça, et j'avais ça chez Deliveroo, j'ai ça chez Spotify, et je sais pas exactement pourquoi, mais les writers sont beaucoup moins sensibles en général que les designers. C'est une bonne chose.
sur le critique. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé. Maintenant, je suis en train de reconstruire notre rituel chez Spotify avec les designers. Et les choses qui marchent très bien avec les écrivains marchent moins bien avec les designers qui veulent qu'on formule nos critiques dans une façon, je vais pas dire plus sympa, mais juste dans une façon spécifique. Sauf que dans les petites équipes d'UX Writer, on peut dire directement ce qu'on pense. Si c'est ça un rationnel, ça doit avoir un raisonnement. Ça ne peut pas dire juste j'aime pas ça. Et s'il y a quelqu'un qui dit j'aime pas ça, ça se sent pas bien, j'aime pas comment ça s'est formulé, moi je dis tout de suite arrête. Est-ce que c'est un problème de tone of voice? Est-ce que c'est un problème d'interaction, d'utilisabilité? Est-ce que c'est un problème de vocabulaire? Faut que tu expliques ton feedback. Tu peux pas juste dire c'est un sentiment. C'est important de lire, c'est émotionnel. Mais en product design, en product copy, je trouve que c'est moins important ce qui est émotionnel si tout est simple et consistant. Donc voilà. Mais ça a eu plusieurs itérations de critiques aussi. On a parce qu'il y a toujours des gens comme moi qui veulent beaucoup parler, qui a beaucoup des avis sur tous. Donc, on a commencé à avoir un moment d'écrire silencieusement nos feedbacks avant de commencer et on a mis en place une rotation. Donc, c'est pas ceux qui parlent le plus vite qui peut parler le plus. Donc, ça aide à avoir des personnalités différentes qui ont des avis très intéressants, très importants sur le sujet, qui a un moment de parler aussi. Donc, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est par exemple, tu as un UX Writer qui va arriver avec une copie, qui va vous la présenter. Chacun écrit de son côté son feedback. Ensuite, chacun va le présenter et après, vous allez essayer de discuter, de formuler ce qui va et ce qui ne va pas, mais surtout d'expliquer pourquoi ça ne va pas ou pourquoi ça va d'ailleurs. Exactement. Et c'est pas aussi formel que ça. Ça devient la conversation rapidement. C'est pas OK, et toi, et maintenant c'est toi. Mais ça donne un peu de how do you say? A construct. I don't know. Laisse tomber. Une structure peut-être? Une structure, c'est ça. Merci. Oui, au moins pour savoir ce que tu as à faire, mais après, oui, je comprends tout à fait. Et c'est super clair et super intéressant. Et il y a un deuxième point sur la qualité qui m'intéresse aussi, c'est la traduction. On en revient encore là-dessus parce que c'est vraiment un véritable problème. Et sur un produit comme Deliveroo qui est vraiment partout, pour le coup, qui est utilisé par des millions de personnes dans multiples langues, quand tu écris une copie, par exemple, tu nous parlais tout à l'heure de ton projet à Hong Kong, quand tu commences à créer des mock-ups, utiliser le bon tone of voice, les bons mots, c'est chouette, tu l'as bien en anglais, et puis d'un coup, tu dois le faire traduire. Comment tu t'assures que, c'est une question qu'on s'est déjà posée tout à l'heure, mais là, c'est à un niveau international. Comment tu t'assures que tous tes traducteurs dans toutes tes langues, dans tous tes pays, ils vont faire en sorte que ça soit bien traduit? Parce que tout à l'heure, c'était que des Polonais, donc tu peux travailler avec eux. Ouais. J'imagine que quand tu as 5-6 projets à gérer en même temps, que tu as plein de microcopies et que tu as un nombre incalculable de traducteurs dans des langues différentes, tu peux pas être derrière chacun d'entre eux. Comment tu réussis à t'assurer de la qualité de ce wording? Oui. Ça commence avant de tout envoyer au traducteur. Donc, tu peux écrire dans une façon qui est plus facile à traduire. Il faut pas utiliser des phrases locales, de l'argot, des phrases qui sont coupées au plein milieu. Et puis, ça a sauté dans une deuxième ligne, mais dans les autres langues, il faut que ça soit possible de reconstruire la phrase. J'utilise beaucoup mes mains pour les certifications. Ça marche pas sur les podcasts. Mais je veux dire que ça commence avant. Donc, il faut que tu t'écris avec la mentalité que tu designes, en fait, avec la mentalité que ça doit marcher dans les autres langues. Et puis, au moment de traduction, il faut que tu donnes le contexte au traducteur. C'est une étape qu'on saute souvent et je vois ça partout. Moi, je fais pareil. Je suis pas parfaite, mais il faut que tu dis où ça vient. Qu'est-ce que c'est le message que tu veux envoyer? Donc, si je peux pas traduire directement à l'anglais, à français, c'est quoi le message le plus important
pour que je peux prendre des libertés en traduction qui peut marcher pour les Français, mieux pour les Français. Et, et, euh, et aussi des choses un peu plus techniques. Mais si tu as un variable, ça veut dire une pièce de data dans ton phrase, bah, c'est quoi? Ça représente dans le code, dans un % sign ou n'importe quelle combinaison des lettres. Et le traducteur doit savoir, mais c'est quoi ce mot au plein milieu de la phrase? Ça, par exemple, chez Spotify, c'est le nom d'artiste. Et puis après, c'est pas moi qui gère ça, mais j'avais Anne-Sophie Delafos avec qui je travaille chez Deliveroo, qui a travaillé avec les local market, les équipes de local market, pour voir est-ce que ça va marcher en France, est-ce que ça va marcher en Espagne, est-ce que ça va marcher en Polonais. Et on peut pas tout changer. Ça peut pas être parfait pour tous les pays, mais il faut qu'on trouve quelque chose qui marche assez bien, qui ne détruit pas notre travail de design de 2 mois. En traduction. Donc, c'est un travail de collaboration et de préparation, à mon avis. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression vraiment que parfois, il faut vraiment pas trop s'attacher non plus aux mots ou à ce que tu as écrit. Tout à l'heure, tu le disais, pour certains messages d'erreur écrits par des ingénieurs, bah, c'est pas très grave de les laisser comme ça. Là, c'est pas très grave si c'est mal traduit, on va dire, tant que le sens est correct. C'est hyper intéressant parce que généralement, on a l'impression que pour les mots, on essaye de faire en sorte que ça soit le plus parfait, le plus compréhensible. Je pense qu'on a tous en tête ces interfaces où tu commences à aller sur un truc, sur une interface, faire une action, et soit le mot il est coupé parce qu'il est trop long, parce que ça s'adapte pas dans ta langue, soit la phrase elle veut rien dire dans la traduction, mais c'est intéressant de se dire qu'on est prêt à laisser ces erreurs-là. Comment tu l'expliques? Bah, pas ces erreurs-là. Il faut que toute la phrase est très lisible. Hein. Donc, tu laisses pas les erreurs comme ça. Mais de ne pas être obsédé par des mots. Il faut juste une fois voir des gens en train de lire des applications. Le meilleur, c'est qu'ils notent pas les mots, qu'ils observent pas ce qu'ils sont en train de lire, que ça passe assez évidemment, qu'ils sont libres à passer sur la prochaine étape de compléter l'interaction avec ton appli. Pour la plupart, ce sont des applis qui passent plus de temps, peut-être des applications d'apprendre une langue, comme ça, qui veulent passer plus de temps. Mais pour la plupart, dans les petites interactions, s'ils voient pas les mots ou perçivent pas les mots, bah, c'est le meilleur. Donc, c'est pas frustrant, ça, d'ailleurs, de dire que t'écris pour justement ne pas être lu? Ton objectif, c'est quand même d'être le moins lu possible pour que tout se passe le mieux possible. C'est vrai, c'est vrai. Non, ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. Si ça marche, si arrivent à faire le but de l'interaction, bah c'est super, ça sent bien. Je m'en fous de mes petites copies de bah, en fait, le meilleur c'est qu'ils prennent de la plaisir en lisant. Ouais. Ah, ça c'est un moment de copie comme des empty states sur Slack. Tu sais, sur Slack, je sais pas si tout le monde le connaît, mais quand tu as plus de message, il met une petite phrase. C'est très connu dans le monde du UX writing. C'est des phrases de transition qui disent bravo, t'as-tu fait ou un truc comme ça. Ça c'est aussi bien, mais si tu peux pas avoir ça, tu as une interaction dans laquelle il passe sans problème. C'est ça le but. C'est un peu du delight par rapport au reste. Oui, delight, c'est bien, c'est bien. Ça a des moments, mais. Okay. Je comprends très bien. Tout à l'heure, tu disais que du coup, après un certain temps, t'en as eu marre et tu as quitté Deliveroo. Maintenant, tu es chez Spotify, donc je pense que j'ai pas besoin de présenter Spotify, mais c'est la plateforme leader mondiale du streaming de musique dans le monde. Voilà. C'est une grosse boîte et du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques quel est ton rôle, quelle est ta squad, quelles sont tes missions, parce que tout le monde s'imagine que Spotify, c'est uniquement le lecteur qu'ils ont sur lequel ils écoutent de la musique. Par exemple, pour moi, en tant que podcaster, c'est aussi Spotify Podcast, dans lequel je vois tous mes résultats, tous mes chiffres. Il y a aussi pour les artistes, et j'imagine qu'il y a aussi pour la publicité, etc. Toi, où est-ce que tu bosses chez Spotify? Oui, ça m'a pris un mois à comprendre moi-même après avoir commencé. Mais moi, je travaille sur le côté marketplace. Donc, l'explication la plus simple, c'est qu'on travaille sur tout ce qui est créateur.
Donc pas écouteurs, donc les podcasters, les producteurs, les artistes, les songwriters, quoi d'autre? Enfin, tous les créateurs, tu vois. Et quand j'ai commencé, à l'équipe Spotify for Artists. Donc c'est un produit, c'est le produit pour les artistes qui font Spotify, mais ils sont aussi des autres. Mais le centre du monde artiste sur Spotify. Et puis mon équipe, en partie de cette équipe, ont formé une nouvelle équipe qui s'appelle Marketplace Platform, Marketplace Core. Donc maintenant, sur cette équipe, on travaille on a une équipe plateforme. Ça veut dire qu'on construit des expériences, des data pipelines, de design qui marchent pour plusieurs produits dans le marketplace. Donc on a aussi Soundbetter, qui est une plateforme qui connecte les producteurs avec des chanteuses pour faire une sorte de collaboration ensemble. Soundtrap, de produits qui ingestent la musique que les gens veulent mettre sur Spotify. Donc, c'est notre ambition. Mais pour le moment, on travaille pour la plupart juste en tant qu'équipe qui soutient Spotify for Artists. Ça avait du sens. C'est vraiment compliqué. Même à l'intérieur, tous les gens viennent chez Spotify et oui, quelle relation avec cette équipe? Tu travailles sur quoi? Et voilà. Du coup, ouais, effectivement, toi, quand tout à l'heure, t'en parlais un petit peu, tu disais que tu bossais beaucoup sur des projets où, par exemple, le designer arrive à la fin. Comment tu travailles? Parce que moi, je le vois, je vais parler juste de moi, mais sur Spotify Podcast, donc moi, où j'ai que mes chiffres, il y a quasiment pas de texte. C'est principalement de la data. Toi, ton rôle, c'est quoi? C'est de présenter cette data? C'est de la mettre en avant? On se concentre sur des projets qui a plus d'interface que des data pipelines. Donc, moi, j'ai pas travaillé sur ça, mais tu peux parler de tous tes projets. Hein, je donnais juste un exemple, mais c'est. Ok. Oui. Ok. Donc, récemment, j'ai travaillé sur un système de paiement. Donc, c'est un peu comme un design system, mais c'est tout le système. Donc, c'est l'engineering dans le système, c'est l'écriture dans le système, c'est les policy, le soutien. Et le but, c'est de créer quelque chose qui va être utilisé par tous ces produits. Donc, on a nos utilisateurs intérieurs, donc chez Spotify, qui doivent utiliser cette plateforme de paiement. Et aussi, il faut considérer les utilisateurs de tous ces produits qui va voir ce système de paiement éventuellement. Du coup, ça, c'est comme ça que je passe la plupart de mon temps sur cette 90% que je reviens à chaque fois. Parce que on se concentre pas beaucoup avec les choses visuelles parce que ça va être implémenté dans les autres produits. Donc, ça doit marcher. Il faut considérer tous les cas d'interaction, mais la plupart, c'est de créer quelque chose qui peut marcher pour ces autres produits. C'est un truc complètement nouveau pour moi et pour l'équipe en général, d'être plateforme. Et on est toujours en train de savoir notre vision, nos responsabilités. On se met où dans l'organisation, mais l'idée, c'est de travailler sur ces systèmes. Un autre exemple, c'est la localisation de Spotify for Artists. Donc, c'est le système de localisation, mais c'est aussi moi qui entraîne les autres designers à designer pour l'utilisation. On travaille sur les autorisations et la data, comme j'ai déjà dit. T'as compris? Ouais, non, je vois. Si je comprends bien, du coup, toi, ton objectif, c'est un peu d'écrire du contenu et des interactions qui vont être répliquées sur plusieurs plateformes. C'est ça? C'est-à-dire que tu veux faire en sorte que ça soit le même wording, les mêmes mots, les mêmes intentions qui soient partout, mais qui risquent que d'être modifiés après en fonction du contexte. C'est ça? Oui, c'est vrai. Donc, si j'écris un titre sur une page, je dois considérer comment ça peut changer dans les autres produits. Donc, c'est un tout petit exemple. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu comme on design un CMS. Donc, un système de contenu qui doit être flexible à tous les use cases différents.
C'est super intéressant parce qu'encore une fois, ça veut dire que tu te concentres principalement sur, parce que tu disais tout à l'heure, et 90% de l'idée de comment tu vas l'architecture, etc. Mais encore une fois, les mots que tu vas mettre dedans risquent de bouger. Et donc, en fait, tu essayes juste de, si je comprends bien, de donner l'intention. Et après, si demain, il faut changer un titre ou changer un autre mot, il n'y a pas de problème à le changer. C'est pas figé. Oui, oui. C'est un peu difficile pour moi parce que je mets aussi bah, je veux contrôler tous les mots dans tous les produits, dans tout le monde, tu vois. Mais Je il croyais faut qu'il que je... fallait justement pas trop les contrôler et laisser vivre les mots. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est toujours un conflit en moi, mais il faut dire que oui, il faut que ça soit possible de changer et d'être aussi bien dans le produit Spotify for Artists que Soundbetter. Et c'est un nouveau challenge, c'est un grand challenge de faire ça, mais j'adore les nouveaux challenges et les choses que j'ai jamais fait avant. Et chez Spotify for Artists, t'es la seule UX writer ou il y en a d'autres avec toi? Je suis le seul US writer à Marketplace Core, qui est l'équipe plateforme. Je crois qu'on est 17, donc sur Spotify, donc toute petite équipe. Ça fait pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Quand tu penses qu'on a plus que 200 designers, peut-être plus que toi, non, je sais pas. Mais c'est une grande équipe. Donc moi, c'est le seul dans Marketplace Core et je travaille avec 3 autres designers. Et puis chez Spotify for Artists, par exemple, on a une équipe qui s'appelle Studio, on a encore un, mais on travaille à peu près tous les 5, c'était 5, sur Spotify for Artists et je crois qu'il y en a sur Podcasters et plusieurs, mais on travaille pas ensemble. Ah, justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est comment vous faites, enfin, vous êtes 17, la boîte est énorme, comment vous faites pour travailler entre vous, ensemble? Est-ce que toi, les gens qui sont qui travaillent sur le writing de l'interface client, enfin du player, est-ce que tu vas travailler aussi avec eux? Est-ce que vous allez partager ce que tu disais tout à l'heure, des critiques? Est-ce que tu fais des critiques avec eux? Est-ce qu'ils y participent ou vous êtes plutôt segmenté? On est plutôt segmenté. Donc, on a nos petites areas. Donc, moi, je fais un critique toutes les semaines avec les autres designers de Spotify for Artists et Studio. Parce que, on est tous les 5 qui travaillent sur ça. On avait avant un critique East Coast. On essaie de construire des rituels. Mais, tu vois, on est 17. Donc, on peut pas prendre notre temps à travailler ensemble. Parce qu'on a nos propres équipes avec qui il faut travailler. Donc, pour moi, c'est comme Deliveroo, je suis managée par un design manager et pas pour un UX writer centralisé qui s'occupe de tous les UX writers dans l'organisation. Donc, on reste sur nos systèmes de style guide, nos glossaires pour être consistante et on partage le plus tôt possible, mais c'est pas possible de discuter entre nous 17. Je crois qu'on fait 2 fois par an. C'est justement la question que je voulais te poser. Tu parles de glossaire et de système. Du coup, vous avez vraiment en fonction de vos produits, vous avez des glossaires et des systèmes différents, ce qui fait qu'il n'y a pas un glossaire universel Spotify. Il y a... Si. D'accord. Donc, vous avez quoi? Un gros glossaire principal et après, vous avez des sous-catégories des sous-glossaires? C'est exactement ça. Tout était fait avant que je suis arrivée, mais on a notre design system qui s'appelle Encore. Et au moment de construire Encore, ils avaient un UX writer qui a travaillé avec eux, et Mariana. Et c'est elle, avec de l'aide des autres UX writers, qui a fait notre glossaire central, qui est un peu concentré sur la partie consumer. Les exemples sont plutôt consumer parce qu'elle avait travaillé pour l'appli consumer avant. Mais on ajoute des mots qui viennent du côté artiste qui peut être utilisé par le côté consumer aussi. Mais oui, on a un glossaire Spotify for Artists. À mon avis, il faut pas. À mon avis, si un mot, ça marche pour les consommateurs, ça doit marcher aussi dans Spotify for Artists. On peut pas avoir un son différent de tracks. Mais en même temps, track, dans le monde artiste, le monde songwriter, ça veut dire quelque chose de spécifique. Mais pour les consommateurs, ils ne voient pas la différence entre un recording, un track, un chanson, qui sont tout à fait différents pour les artistes et ça impacte plusieurs choses de crédit et tout ça. Donc, je vois le besoin, mais un monde parfait, c'est un glossaire pour tout Spotify, même marketing, branding, soutenir, tout ça. Mais je trouve que ça
pas possible. C'est intéressant comme point de vue parce que je crois qu'il y a ce même débat, je suis même certain qu'il y a ce même débat pour les design systems purement graphiques, qui est de se dire que parfois pour un sous-produit, tu vas avoir ce design system spécifique, t'en as qui veulent un système unifié. Et je trouve ça intéressant d'avoir ce point de vue où tu dis qu'il faudrait que tout soit unifié et en même temps tu dis qu'il y a certains mots qui, s'ils sont utilisés d'une certaine façon par quelqu'un, ne va pas être compris de la même façon que quelqu'un d'autre. Tu penses quoi? Dans le meilleur des mondes, il faudrait réussir à trouver un monde unifié où tout le monde utilise le même mot et tout le monde se comprend de la même façon? Non. Les gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui ont vu que c'est pas possible. Donc, je sais déjà. Et aussi, il faut pas sacrifier le compréhension pour être consistant dans tous les produits. Donc, ça a aucun sens. C'est pour les utilisateurs qu'on est consistant. Donc, le moment que le consistency devient moins utile que de changer quelque chose, il faut changer quelque chose. Super. Et c'est pareil pour les design systems chez Spotify. Donc, on a un système central et puis les petits systèmes qui marchent pour les product areas, mobile et tout ça. Je sais que le projet sur lequel tu as bossé a été secret pendant pas mal de temps et il a été révélé il y a quoi, 6 mois, un peu moins, je sais plus trop. Lequel? Le Spotify pour artistes et tout ça, je crois, c'est parce que tu m'avais dit que maintenant tout avait été dévoilé. Localisation. Oui, c'est la localisation de Spotify for Artists. D'accord. Et du coup, justement, quand tu as un projet comme ça qui est aussi important dans un marché qui est quand même ultra concurrentiel, parce que y a d'autres concurrents que je ne citerai pas pour ne pas faire de la pub dans cet épisode. Merci. Mais quand tu es dans un marché ultra concurrentiel comme ça, tout à l'heure tu parlais de faire des tests utilisateurs, Blablacar c'est facile parce qu'ils ont quasiment pas de concurrents, voire pas du tout de concurrents, donc tu peux tester facilement. Toi, comment tu fais pour pouvoir tester de la copie sur des projets qui doivent pas être révélés et pour avoir des retours sans que ça s'ébruite? Oui. Je crois pas que j'ai déjà fait de recherche sur un projet secret chez Spotify, mais on fait des recherches souvent chez Spotify avec des gens qui travaillent chez Spotify. Parce qu'il y a beaucoup des anciennes gens de l'industrie musique, qui étaient des marketing managers pour les artistes, qui travaillent sur des labels. Je sais pas comment dire label en français, mais c'est des labels, ouais, des labels. Labels, voilà. Et qui travaillent maintenant chez Spotify. Donc, c'est pas idéal parce que sont pas nos utilisateurs, ils ont une perspective différente parce qu'ils travaillent chez Spotify, mais s'ils ont besoin de quelque chose rapide, c'est quoi votre impression de tout ça? Vous pouvez utiliser ça, vous pouvez vous voir utiliser tout ça. Donc, on fait ça avec des gens internes qui travaillent chez Spotify. Nos collègues. Je comprends. C'est toujours mieux que pas de recherche. Ouais, exact. Toi, t'as bossé vraiment dans des grosses boîtes, Blablacar, Deliveroo, Spotify, qui comprennent l'importance de l'UX Writing, même si, comme tu l'as dit, c'est des petites équipes, mais qui le comprennent. Comment toi, tu ferais pour expliquer l'importance de l'UX Writing à des entreprises qui passent complètement à côté de la microcopie? Je vais te donner quelque chose de unique. Donc, les interactions, je veux dire que les interactions avec le software, c'est une conversation. Donc, c'est des softwares qui ont remplacé des conversations qu'on avait avant avec les vrais gens. Donc, si t'as pas quelqu'un qui est un master de communication et qui peut pas écrire, t'arrives pas à bien communiquer. Donc, il y a plusieurs façons, meilleures explications, mais c'est ça le mien pour l'instant, c'est juste que il faut quelqu'un qui spécialise dans la communication pour bien communiquer avec vos utilisateurs. Je comprends. Et comment tu fais, par exemple, pour... Moi, je comprends totalement. Il y a l'autre exemple qui est de dire que si tu prends une interface et qu'il n'y a pas de mots, en fait, l'interface ne sert à rien. Mais voilà. Comment tu vois, moi, je l'ai vu par le passé dans mes expériences, c'est que généralement, il n'y a même pas de moyens, il n'y a pas de UX writer, il n'y a même pas de temps alloué pour le designer pour faire la copie. Comment tu ferais pour dire à ces entreprises-là qu'il faut prendre du temps et qui vont te répondre, en fait, c'est le métier de personne,
comment tu fais pour faire en sorte que à un moment il y ait quelqu'un qui le fasse ou qui travaille un petit peu dessus? Oui, bah, je dis que tu fais le minimum. C'est que tu décides tôt dans le procès, c'est quoi vos key messages. Donc, l'utilisateur doit savoir quoi pour, euh, pour faire son objectif. Et tu bases plus sur ça ou même pas. Tu fais au début avec des wireframes et tout ça, mais tu décides avant et pas après les key messages. Et je veux pas dire le copy, j'ai déjà dit. Je veux dire, il faut savoir ça, ça et ça. Et si tu as un dixième, tu dis que son projet ou son problème, c'est pas assez défini. Donc, tu peux voir facilement si tu as un bon message ou une bonne mission, une bonne solution. Si tu peux dire dans quelques mots le message que tu dois envoyer aux utilisateurs. Donc, ça peut être aussi simple que tu as deux options pour payer sur Spotify, sont ça et ça, et on va t'envoyer un reçu 2 jours après. Voilà. Tu commences à design. Tu fais ton procès normal, tu t'écris pas, mais tu sais que quelque part dans vos maquettes, il faut envoyer ces messages. Et c'est à toi de décider comment envoyer les messages avec vos outils visuels. C'est hyper intéressant. C'est bien. Je trouve que ça résume vachement bien tout ce que tu dis depuis le début, qui est il faut d'abord se concentrer sur les idées. Il faut se concentrer sur un minimum d'idées, mais qu'elles soient le plus efficaces possible. Et qu'après, si tu réussis à véhiculer l'idée et que les mots ne se font pas remarquer, ou alors que tu passes moins de temps dessus, c'est pas grave. Le but, c'est que le texte, quand il est lu, serve à faire passer l'idée dont tu as besoin de faire passer. Et si tu arrives à faire visuellement sans rien écrire, bah tant mieux. Ouais, tu peux tout communiquer et comme ça, je perds pas mon poste parce que faut toujours quelqu'un qui s'occupe des messages, même s'ils sont pas envoyés avec des mots. Ouais, mais ça, on sait bien que sans les mots, ça ne marchera pas. Donc, voilà. Becky, on arrive à la fin de cette conversation et de toutes les questions que j'avais à te poser sur comment tu travailles et comment se fait ton métier. Je t'ai prévenu tout à l'heure, avant qu'on enregistre, la question que je pose toujours à la fin, c'est si tu as des ressources à nous recommander. Et du coup, en dehors de tes articles, que encore une fois, je mettrai dans la description parce que je les trouve hyper intéressants à lire, est-ce que tu as d'autres ressources à recommander? Oui, pas tout à fait que pour les UX writers, mais en ce moment, je lis beaucoup des articles qui étaient écrits par l'équipe Figma, qui écrit souvent sur les rituels de design, comment partager les designs, comment avoir une équipe remote qui collabore très bien ensemble. Donc j'écris ça, je lis ça. Moi, je passe mes journées à lire les Material Design Guidelines de Google, qui ont beaucoup d'avis sur comment écrire pour un component. Donc, je lis ça souvent. Et puis, pendant toute ma carrière, j'ai regardé les articles de Content Strategy de Facebook, de Shopify, de Spotify, en fait, de Spotify Design, qui sont très bien écrits et ils ont travaillé sur des grands problèmes. Donc, tu trouves un boîte qui travaille sur les grands problèmes et ils vont devoir trouver des solutions ou même des façons d'approcher les problèmes pour trouver une solution que tu peux réutiliser dans ton boîte, même si c'est un tout petit problème. Et puis, j'ai un autre. Je voulais dire. Dense Discovery, c'est un newsletter que j'adore. C'est un peu le design et tech en général. C'est pas comment on fait quelque chose, mais ils ont des typefaces toutes les semaines. Ils ont des discussions intéressantes sur de l'éthique, tech ethics, et ils suggèrent des autres produits pour la productivité. J'adore Dense Discovery. Okay. Je le rajouterai aussi dans la description. T'en as d'autres? Non, c'est tout. Ok, super, merci beaucoup. Becky, si les personnes veulent te contacter, te poser des questions, on les renvoie vers Twitter, LinkedIn. LinkedIn, je parle souvent avec les gens sur LinkedIn et j'ai toujours un demi-heure de parler avec quelqu'un qui veut être UX writer. Donc, tu me demandes et j'essaie de répondre Twitter. Voilà,
comme vous voulez. Ok, ça marche. Je le mettrai, je mettrai les liens dans la description. En tout cas, merci beaucoup, Becky. Je sais que tu étais très stressée de parler en français pendant plus d'1 heure. Ça s'est très bien passé, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer ton métier, d'être rentré dans le détail de grosses boîtes sur le processus, comment ça fonctionne et comment ça avance. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci Gauthier. Merci pour ton patience avec ma française. Non, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Ok, super. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.